peux vous montrer en fait l'affiche. Il devrait y en avoir 180 sur le canton de Genève. Et je me présente au Conseil national sur la liste 23 et puis pour le Conseil des États sur la liste 3. Alors moi, étant donné que je fais ma propre campagne personnellement, donc je vais à quelques endroits clés du canton de Genève et je distribue mes flyers directement à mes futurs électeurs. J'en ai qui sont excellents, des encouragements, félicitations. Ah, j'ai déjà voté pour vous. Il y en a qui ont déjà voté, hein, alors que c'est pour le 22. Tout à fait. J'étais candidat au Conseil d'État au mois d'avril, où là j'ai obtenu 12 988 voix, respectivement 11,3%. Donc suite à ça, il s'avérait qu'on m'a conseillé en fait de continuer. Donc c'est pour ça que maintenant je me présente pour ces deux élections. Alors, pourquoi voter pour moi? Déjà, je suis indépendant. Je n'ai pas de conflit d'intérêts, je ne siège dans aucun conseil d'administration. Moi, ma profession, c'est pas politicien professionnel, mais je suis ingénieur. Moi, en fait, ce que j'aimerais apporter, c'est pas du blablabla pour vendre soit un appareil politique, soit un autre, mais plutôt de trouver des consensus, pouvoir discuter de chaque idée de chacun afin qu'on puisse aller de l'avant et non pas faire des zigzags et puis finalement il n'y a rien au bout. Le premier job en fait c'était de passer mes étés à travailler dans une ferme. Ça m'a appris à connaître un peu le monde agricole, les difficultés, les faibles prix pour acheter le kilo de patates, le litre de lait. Ensuite j'ai fait un CFC, j'ai fait après un diplôme de technicien en électronique. J'ai travaillé au centre de recherche en physique des plasmas qui, je l'espère, dans quelques dizaines d'années, on puisse remplacer justement toutes les centrales nucléaires et tous ces milliers de panneaux qui vont polluer en fait les paysages, parce que la fusion de l'atome, c'est l'avenir de l'énergie. Alors déjà, il n'y a pas de priorité 1, 2, 3, 4. Il y a des idées qui peuvent très bien se faire en parallèle. Parce que s'il faut attendre qu'on ait fait la première pour faire la deuxième, pour faire la troisième, dans 100 ans, on n'aura même pas fait la moitié du quart de ce qu'on aimerait faire. Donc, concernant l'urgence climatique, pendant que j'ai distribué mes flyers en ville de Genève, j'ai rencontré un Brésilien qui justement est climatologue. Il m'a dit que l'urgence climatique, c'est très 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 douteux. Pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré un physicien du CERN qui m'a dit aussi que par rapport à ses collègues qui côtoient au CERN à Genève, il n'y a pas d'urgence climatique. Par contre, concernant le climat, effectivement, il y a un réchauffement climatique. On ne peut pas le nier, ça c'est évident. Par contre, il y a des gens qui veulent principalement axer sur la diminution du CO2. Mais il faut savoir que le CO2, c'est des molécules qui sont lourdes, plus lourdes que l'air. Donc en fait, elles se trouvent, disons peut-être à quelques centaines de mètres juste au-dessus de nous, mais pas tout en haut. Donc ça ne peut pas refléter les infrarouges que la Terre reflète de par le rayonnement du Soleil. En plus, suite à une émission sur l'aimant bleu qu'on a mis en doute parce que j'avais qu'une source, mais en fait j'ai une source de l'UNIL, donc l'Université de Lausanne, faite par une docteure qui est membre de différentes associations du climat d'ailleurs, qui dit que en fait, et ça si elle le dénonce depuis plusieurs années, il y a peut-être même 10 ans, c'est que le gros problème c'est le méthane. Mais c'est pas le méthane des vaches, c'est le méthane qui est dû à la fonte de la glace en Sibérie. Les gaz qui s'échappent. Ouais. C'est plutôt le permafrost. C'est ça. Alors le permafrost, en fait, c'est en fait les bestioles qui ont été captées dans la glace, et puis au moment où elles sont sur la surface de la glace, elles pourrissent, et en pourrissant, elles dégagent du méthane. Et ceci, c'est un gaz qui est beaucoup plus dangereux en fait que le CO2. Et puis, ça dure 15 ans dans l'atmosphère. Alors Philippe, parlez-nous des assurances maladie.
Et il semblerait qu'en Suisse, et notamment à Genève, le coût des assurances maladie ne fait que grimper de manière très excessive, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Donc vous voulez dénoncer ça, mais vous auriez, je pense, des solutions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle serait votre position et les solutions que vous envisagez? Bon, alors la solution qui sort, mais pas que de moi, hein, c'est d'avoir une caisse unique, publique, ou éventuellement cantonale. Mais arrêtez d'avoir des caisses privées où tout est opaque. Il est impossible de savoir comment ça fonctionne dedans, y compris Monsieur Prix n'a pas accès à certaines données. Donc ça serait la fin de la concurrence, certains pourraient dire, ou pas? Non, parce que la caisse publique, en fait, ce serait une assurance de base. Et puis les privés, elles se contenteraient de faire, d'élargir en fait leur panel de prestations. Est-ce que ça permettrait surtout de baisser les coûts de santé? Parce que un des problèmes relevés, c'est qu'en Suisse, il y a un bon système de soins, mais il coûte très cher. Le prix des médicaments est d'ailleurs plus cher que dans d'autres pays, le coût de la médecine est aussi bien plus élevé. Est-ce qu'il y a aussi des solutions, des possibilités d'agir sur ce niveau-là, sur les prix excessifs? Alors c'est évident que les médicaments en fait qui se trouvent en Suisse ou en France sont les mêmes. Bon, il y a juste les paquets avec des nombres différents. Alors, l'idée déjà première, sans réfléchir, c'est qu'on puisse acheter les médicaments au détail. C'est aberrant de devoir acheter des paquets et puis de n'utiliser que la moitié. Il faudrait en fait agir que les prix suisses soient alignés avec les prix européens. Il n'y a pas de raison que ce soit le double, le triple, voire même 4 fois plus cher. Alors justement, comme la Suisse n'est pas dans l'Europe, comment expliquer qu'elle pourrait envisager d'avoir un prix européen? Est-ce que ça a autre sens? Non, le problème il n'est pas là, c'est que cette solution-là, ce serait pour qu'on puisse acheter des médicaments européens, mais le problème ici, initial, c'est que les médicaments sont fabriqués en Suisse. Donc on devrait avoir même des prix qui sont plus bas que ceux qu'on exporte. Donc c'est plutôt ça le problème, c'est qu'effectivement en Suisse, de grandes sociétés pharmaceutiques sont installées. On pense la première d'entre elles, c'est Novartis, mais il y en a d'autres. Et ces produits suisses sont vendus plus cher aux Suisses qu'à l'étranger. Alors on pourra rétorquer que c'est en fonction du pouvoir d'achat. Mais justement, est-ce que ce pouvoir d'achat ne s'est pas dégradé depuis des années et qu'il serait peut-être temps de revoir? Est-ce que vous avez constaté l'évolution? Parce qu'il faut savoir que l'assurance maladie n'était pas obligatoire il y a encore 30 ans. À quel point les tarifs des assurances maladie ont évolué? Alors ça, moi, je peux pas vous dire parce que moi, je me base sur ce que moi, je paye chaque année concernant mes primes maladie. Mais concernant les médicaments, déjà, il y a les génériques. Donc, il y a déjà certaines caisses privées qui obligent les gens à utiliser du générique. Et puis, s'ils veulent des médicaments spécifiques, eh ben, ils sont moins remboursés. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Il est évident que dans la Constitution, c'est marqué qu'il faut privilégier la main-d'œuvre locale. On s'aperçoit qu'à Genève, c'est absolument pas le cas. Moi, je préconise que l'OCIRT, donc l'Office cantonal d'inspection sur les relations du travail, sauf erreur, ils sont pas assez nombreux pour contrôler si les patrons vraiment engagent les gens en respectant les conditions en fait pour pouvoir les engager. Est-ce qu'il y a un risque de dumping salarial? Ah bah c'est évident. C'est pour ça que certains veulent ouvrir les frontières. C'est pour que des personnes moins qualifiées puissent venir travailler chez nous pour moins cher. En plus, on ne forme pas les gens. L'histoire que soi-disant il n'y a pas assez de médecins ou d'infirmières à l'hôpital, c'est faux. Il y a eu un article dans le Blick il y a quelque temps en arrière qui disait que chaque mois, il y a 300 personnes qui arrêtent de travailler dans le domaine parce qu'ils en ont ras-le-bol. C'est un métier qui n'est pas valorisé, sous-payé, des conditions de travail pénibles, donc les gens arrêtent. La libre circulation sur les personnes pour venir travailler à Genève, en fait, ne parle pas de salaire.
il n'est pas indiqué le mot salaire. C'est marqué uniquement qu'un étranger de l'Union européenne qui vient travailler en Suisse doit avoir le même niveau de vie que le Suisse. Mais bizarrement, cette loi, elle va pas aussi dans l'autre sens. Parce que si moi je compare ce que je gagnais avec mes anciens collègues de travail, puisque maintenant je suis jeune retraité, eh ben, on avait quasiment les mêmes salaires. Et puis eux, en fait, ils ont un niveau de vie beaucoup plus élevé que moi. Et ça, c'est justement bénéficiaire pour l'AVS, parce qu'on dit, mais beaucoup de personnes, dont moi-même, on veut accorder une 13e rente à l'AVS, mais avant d'accorder la 13e rente, il faudrait aussi rehausser les montants d'AVS qui sont vraiment misérables pour pouvoir vivre correctement à Genève. Donc ça, Alors, fait partie de votre programme. oui, ça fait partie de mon programme. Des AVS. Alors maintenant, comment financer en gros l'AVS? Eh ben déjà, si on donnait de meilleurs salaires aux résidents genevois, eh ben, automatiquement, à cotisation en pourcent égal, eh ben, il va y avoir plus d'argent dans la caisse pour l'AVS. Donc ça, c'est du bonus. Et du coup, mes revenus, plus d'impôts, et c'est un cycle vertueux. Ah bah oui, ça c'est clair. Alors la santé, toujours, qui est vraiment un peu l'état. Quelles sont vos autres propositions? Alors, on a parlé de l'assurance maladie. L'assurance maladie, ça sert à payer des soins. Mais si on veut des soins, en fait, c'est parce qu'on est malade. Eh ben, pour ne pas être malade, ben, en fait, il faudrait faire de la prévention. Très peu de candidats pour le Conseil national et le Conseil des États parlent de prévoyance, d'anticiper en fait les problèmes de maladie, de vieillesse et autres. J'attends d'être élu. Et une fois que je serai élu, eh ben, je vais voir avec qui je peux m'associer. Si on est au moins 5, on pourrait même à nous seuls faire un groupe parlementaire. Donc on aurait beaucoup plus de puissance d'agir au niveau à Berne. Ou autrement, ben, c'est de voir si avec d'autres partis, ils sont d'accord de pouvoir faire des projets de loi pour justement favoriser des soins alternatifs. Il faut pas oublier, c'est sorti dernièrement, il y a quand même 121 membres à Berne qui font partie des lobbies des assurances. Donc ils ont déjà à eux seuls la majorité. Alors j'ai une idée principale, c'est en fait d'agir sur la TVA, c'est-à-dire la réduire ou même carrément l'annuler quand il s'agit de biens de première nécessité. Ça permettrait justement d'augmenter le pouvoir d'achat. Il faut surtout pas augmenter la TVA parce que pour faire des subventions à gauche et à droite, parce que ça fera l'effet contraire. Si vous augmentez la TVA, eh ben les retraités, ils auront encore plus de peine pour pouvoir acheter quelque chose à manger pendant le mois. Moi déjà, en 2008, on a retiré mes enfants pendant 7 ans et demi, donc en fait je suis tombé dedans. Suite à ça, j'ai dit plus jamais. Donc ça fait à peu près 13 ans maintenant que j'étudie les jurisprudences, les lois. Je côtoie des familles, je défends des familles. Mais parce que je défends des familles, maintenant vous avez des gens qui m'attaquent parce que je dérange, je gêne. Ils veulent pas que je puisse par exemple accompagner des personnes pendant des réunions du SPMI ou de pouvoir aller consulter des dossiers parce que il faut pas de transparence. Il faut cacher les dysfonctionnements. Il faut pas que les gens puissent savoir que en fait les personnels de protection de l'adulte et de l'enfant, et pas qu'à Genève. Moi, je me suis occupé d'un cas particulier sur Neuchâtel où j'ai heureusement fait récupérer 3 enfants d'une mère célibataire. Je suis aussi en contact avec des présidents d'associations. Il y a des choses qui jouent pas. Il faut en fait modifier le code civil suisse afin qu'on ait une meilleure protection de l'adulte et l'enfant. Ça, il n'y a pas photo. Alors quelque part, c'est une de vos fiertés, parce que vous dites, vous avez aidé des familles, vous avez réussi à faire récupérer des enfants.
Mais comment vous arrivez à faire ça? Vous avez étudié le droit, vous êtes vous-même avocat, parce que c'est assez compliqué, c'est même très intimidant pour des gens qui sont confrontés à la justice, qui ne savent pas du tout comment se défendre, parce que c'est un système, disons-le, qui est là pour écrabouiller. Donc comment on fait pour s'en sortir? Et comment on peut aussi faire appel à vous? Alors bon, comme je l'ai dit avant, hein, après 2 ans de placement de mes enfants, et puis que j'ai vu aucune amélioration, que j'ai vu que j'ai subi une expertise totalement bidon, des critères complètement biaisés. L'experte, elle vous fait une photo sur 10 secondes et puis en fait, elle croit que vous faites ça tous les jours pendant toute l'année. Donc j'ai décidé parce que je suis un autodidacte, hein, même principalement en informatique, mais maintenant j'ai décidé de le faire aussi en formation concernant le droit. Donc je me suis tapé tout le code civil, le code de procédure civile en matière de protection de l'adulte et de l'enfant. Et j'ai vu, en comparant les dossiers des différentes familles, que la loi, elle n'est absolument pas appliquée. L'état de droit, en fait, n'existe pas à Genève, ni même dans d'autres cantons de la Suisse romande. Donc j'ai, moi personnellement, 13 ans d'autodidacte en droit de la famille. Et puis pour faire valider ça, il y a 2 ans, 3 ans en arrière, j'ai obtenu un certificat de capacité en droit suisse qui prouve en fait que j'ai quand même des notions de base qui s'appuient sur 2 examens de 6 heures. Et face à des juges, ça sert, mais est-ce qu'on peut être reconnu aussi bien qu'un avocat? Alors déjà, moi, quasiment impossible de rentrer dans une salle de tribunal, alors que la loi dit que toute personne a le droit d'avoir une personne de confiance. Ça, à Genève, je l'ai tenté plusieurs fois. Les familles ont demandé à ce que je puisse rentrer dans la salle. On nous fait poireauter, oui, on va vous dire ça, attendez. Finalement, une fois, j'ai attendu 4 heures et puis j'ai pas pu rentrer pour assister la personne. Il faut pas oublier que pour aider des victimes, vous avez 2 possibilités. Soit vous pouvez être assisté, donc typiquement par une personne de confiance, c'est-à-dire qu'en fait, vous vous contentez uniquement d'écouter ce qui se passe et puis éventuellement vous pouvez discuter avec la famille, mais jamais avec le tribunal ou la partie adverse. Et puis vous avez l'autre notion qui elle est la notion de représenter la famille. Mais ça, sur le plan civil, ça ne peut se faire que via des avocats. Par contre, en matière administrative, typiquement par 2 fois à Genève, j'ai voulu assister une fois pour aller consulter des dossiers, donc c'est même pas discuter avec une partie adverse ou avec un juge, simplement d'aller ouvrir des classeurs et puis de consulter les documents. Et ben, quand le service de protection des mineurs m'a vu, et ben, ils ont dit « Ah non, on annule la possibilité de consulter les dossiers ». Et puis pour une deuxième affaire récente, ben, je voulais simplement être assis à côté d'une victime. Et ben, on m'a dit « Ah non, alors ça il faut que je demande à ma chef de service ». Donc on a réagendé un nouvel entretien. Et puis entre-temps, ben, j'ai reçu une lettre du directeur du SPMI qui ne respecte absolument pas les lois. D'ailleurs, j'ai appris qu'il sera même nommé maintenant le 1er novembre comme directeur du service de l'enfance et de la jeunesse. Donc, qui sait maintenant qu'on va mettre comme directeur de SPMI? Ça, c'est la grosse question. Est-ce qu'il sera pire que lui ou est-ce que ce sera mieux? J'espère que ce sera mieux. Mais malgré ça, eh ben, j'ai fait une opposition. C'est parti devant le tribunal administratif qui viole en fait la loi, parce qu'à Genève, le monopole d'avocat n'existe pas en matière administrative. Mais il faut protéger l'État. Donc ils sont prêts à violer les lois pour donner raison à du personnel du SPMI qui ne respecte absolument pas la loi. Donc la loi, c'est joli, c'est un joli décor, mais en fait, quand on regarde l'application de la loi,
que ce soit dans d'autres domaines, si vous n'êtes pas extrêmement riche ou extrêmement connu, vous avez quasiment aucune chance de gagner. On peut trouver sur Internet un document officiel de l'OMS dont le titre c'est « Standard pour l'éducation sexuelle en Europe ». Il existe une publication qui est soutenue par l'OMS Bureau régional pour l'Europe et BZGA, et puis aussi par Santé sexuelle suisse. Je ne l'invente pas, là c'est la première page du document. Et puis maintenant si vous allez en page 39, page 38, vous avez un tableau qui concerne les enfants de 0 à 4 ans. Et en colonne 1, information, c'est bien marqué « Informer l'enfant sur ». Et sur quoi? Donc si maintenant vous prenez la ligne sexualité, c'est marqué « Le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps, la masturbation enfantine précoce, la découverte de son propre corps et de ses parties génitales, le fait que le plaisir lié au contact physique est un aspect normal de la vie de chacun. La tendresse et le contact physique comme une expression de l'amour et de l'affection. Je vois pas le fait de se masturber tout seul, c'est une expression d'amour et d'affection alors qu'il y a personne en face. Donc voilà. Donc ça, c'est pas des fake news, c'est le programme officiel qui est publié en Suisse pour les professionnels. Alors justement, est-ce qu'on peut s'opposer à ce programme et quelles sont vos suggestions? Alors, il y a des mouvements en Suisse ou des parents qui font des protestations. Par exemple, à Martigny, vous avez une drag queen qui raconte des histoires à des enfants dans une crèche. Et puis en plus, le pire, c'est qu'il y a des parents qui les accompagnent. Donc, c'est pas ni le lieu ni l'âge pour les enfants de savoir ce que c'est qu'une drag queen. Drag queen, ça doit se trouver dans des cabarets, mais pas dans des crèches. Il faut laisser les enfants se découvrir par eux-mêmes, comme nous on l'a fait quand on était petits. On n'a pas de problème psychologique, psychiatrique ou de manquement d'éducation sexuelle. On a tous appris sur le tas, en fait. Par contre, effectivement, en fonction de l'âge, il faut informer sur les maladies sexuellement transmissibles, ça c'est clair. Mais pas à savoir comment est-ce qu'on fait une sauterie dans un lit, même à plusieurs. Il y a des témoignages qui disent aussi que des gens qui ont fait leur transformation, attaquent ceux qui les ont opérés parce que en fait, c'était pas la bonne voie. Ils ont fait un mauvais choix. Il faudrait aussi qu'on arrête d'accueillir des gens de façon à contrôler. Parce que déjà qu'on est à 9 millions d'habitants en Suisse, si maintenant on veut aller à 10, déjà les villes sont petites, ce qui fait que vous allez augmenter la concentration d'individus. Ça veut dire qu'il faut construire des immeubles pour les loger, donc du béton, donc du CO2. Il va falloir leur donner du travail, donc il faudra des bureaux, donc de nouveau du béton, du CO2. Ensuite, ces gens, il faut les nourrir, faut les transporter, etc., etc. Donc si nous, on veut déjà diminuer aussi en plus notre indépendance énergétique avec l'extérieur, il faut vraiment qu'on travaille dans la régression et non pas dans l'expansion vers le haut sans limite.